Bonjour tout le monde et bienvenue dans GynBov, le MOOC sur la gynécologie bovine et donc dans une nouvelle capsule, toujours dans le premier module des prérequis, et cette fois-ci on va traiter ensemble l'examen gynécologique et les différentes techniques de diagnostic qui existent. Et donc à la fin de cette vidéo, on doit savoir comment réaliser un examen gynécologique qui est complet, mais aussi on doit savoir les autres ou les techniques de diagnostic qui existent. L'examen gynécologique, et en pratique, le vétérinaire doit collecter et interpréter les informations afin de poser bien sûr un diagnostic qui est précis mais aussi rapide. Donc ceci commence bien sûr par une anamnèse ou l'enquête préliminaire, suivi d'un examen approfondi de l'animal qui inclut un examen général dans un premier lieu, et ensuite un examen spécifique de l'appareil génital qui se divise en deux parties, l'examen externe et puis l'examen interne. Donc on va voir l'examen gynécologique par ordre chronologique. Mais tout d'abord, on doit savoir les indications de faire un examen gynécologique. Et donc, l'inspection de l'appareil génital des vaches peut être effectuée sur des animaux qui sont individuels ou en groupe dans le cadre de ce qu'on appelle le suivi de reproduction. Donc, dans cette dernière approche, les animaux sont examinés à un intervalle qui est régulier tout au long de leur cycle de reproduction. Et donc, les indications incluent un contrôle de l'involution utérine à 30 jours postpartum, le contrôle de l'activité ovarienne aussi, le diagnostic de gestation, l'examen d'une vache infertile ou aussi une infection génitale. Donc on commence par la première étape de notre examen gynécologique et c'est l'anamnèse ou les commémoratifs. Et donc on distingue deux types de commémoratifs. On a ceux qui sont relatifs au troupeau et on a l'anamnèse individuelle relative à l'individu. Et donc, on va commencer par les commémoratifs ou l'anamnèse relative au troupeau. Et donc, c'est généralement des informations sur l'élevage, mais aussi sur l'alimentation, notamment le type d'élevage, la nature de l'alimentation, tout en tenant compte de l'équilibre et de la présence du fourrage vert. Et ça inclut aussi les conditions d'installation des étables, notamment l'orientation, l'éclairage aussi, l'aération et la disponibilité d'une aire d'exercice. La conduite du troupeau va inclure aussi la méthode de reproduction, donc c'est-à-dire est-ce qu'on fait la monte naturelle ou l'insémination artificielle, mais aussi le mode de détection des chaleurs ou d'observation des chaleurs. On demande aussi sur les antécédents pathologiques, donc notamment s'il y a des avortements, évaluer leur fréquence, leur période d'occurrence, etc. S'il y a des stérilités, donc on différencie la stérilité collective et sporadique tout en examinant les possibles causes telles que les infections ou aussi les malformations anatomiques ou génétiques. On demande aussi sur le mode de renouvellement des animaux. Donc, est-ce qu'on est dans le cas d'un circuit qui est fermé, c'est-à-dire un remplacement par des génisses qui sont nés sur l'exploitation, ou un circuit qui est ouvert, c'est-à-dire un remplacement par des femelles qui sont externes au troupeau. Il faut aussi bien noter que sur le terrain, ces informations peuvent être recueillies à l'aide de formulaires qui sont préétablis par le vétérinaire en se basant sur des enregistrements qui sont disponibles au niveau de l'exploitation. On passe à l'anamnèse individuelle qui est relative à l'individu, et donc cette fois-ci on va demander sur l'âge de l'animal, l'historique de l'ensemble des événements soit physiologiques soit pathologiques qui sont liés à la reproduction surtout, avec les circonstances et aussi les dates d'apparition si possible. Donc on demande notamment sur l'historique des chaleurs, c'est-à-dire l'intensité, la durée, les variations observées, etc. On demande aussi sur le nombre et les dates des saillies ou aussi insémination artificielle. On a aussi l'historique du vêlage, c'est-à-dire le nombre, la nature du vêlage, la date de la dernière mise bas, mais aussi les complications éventuelles. On demande aussi sur les données pathologiques, surtout depuis le dernier vêlage, et puis dernièrement la production laitière par rapport à l'allaitement. Et donc, pour un suivi qui est efficace du troupeau, il est essentiel de tenir à jour une fiche individuelle pour chaque animal qui va répertorier bien sûr les événements de sa vie reproductive, mais aussi les éventuels problèmes de santé. Il faut aussi noter que les informations qui sont recueillies lors de l'anamnèse doivent être considérées avec prudence, bien sûr parce qu'elles peuvent être soit incomplètes, soit erronées, soit aussi mensongères. Donc, il est essentiel de les vérifier au fur et à mesure de l'examen de l'animal,
Ceci, c'est parce que les éleveurs, en fait, peuvent parfois omettre des détails importants ou aussi tenter de minimiser la gravité de problèmes de santé. C'est pourquoi une approche attentive mais aussi critique doit être nécessaire pour des données qui sont fiables et précises. Donc, on passe cette fois-ci à l'examen général. Et donc, avant tout examen gynécologique, il est crucial d'effectuer une évaluation générale de l'animal. Et donc, il faut observer de loin d'abord l'animal, donc son comportement général. Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est attentif ou apathique? Et aussi, est-ce qu'il est propre ou souillé? Donc, il faut voir tout ça. Aussi, vérifier sa position. Est-ce qu'il est debout ou couché? Des signes évidents de maladie ou de douleur, l'attitude aussi de l'animal, par exemple un dos qui est voussé, c'est un signe de douleur abdominale. Il est aussi très important d'observer les déplacements de l'animal, donc la facilité de mouvement lors de ces déplacements, bien sûr parce que l'intégrité de l'appareil locomoteur influence beaucoup le comportement sexuel, donc notamment l'acceptation du chevauchement, l'augmentation de son activité locomotrice, etc. Donc, il faut aussi veiller à noter son état d'engraissement et de propreté aussi, car les vaches trop grasses ou trop maigres ont souvent une reprise tardive de l'activité ovarienne après un vélage et une fertilité qui est médiocre. Donc, cette évaluation déjà initiale va permettre de détecter tout changement ultérieur chez l'animal. Avant de procéder à l'examen de l'animal aussi, il est très essentiel de garantir une contention appropriée. Donc, cette étape est très cruciale pour assurer la sécurité du vétérinaire, mais aussi du personnel assistant et de l'animal lui-même. Donc, généralement, les femelles prêtent facilement à cet examen. Il suffit en général de fixer la vache en lui saisissant les naseaux d'une main et la corne de l'autre. Mais dans des cas exceptionnels de méchanceté ou aussi d'irritabilité, il est nécessaire d'entraver les postérieurs ou aussi d'utiliser une cage de contention. Il faut aussi noter que, quelle que soit la situation, l'animal doit être en position debout pour effectuer cet examen. Et il est aussi recommandé d'opter pour la contention la plus simple qui est réalisée dans un milieu habituel pour l'animal pour éviter toute mobilité de l'animal. Ensuite, on passe à l'étape de l'examen général de l'animal. Donc, l'examen général proprement dit de la tête jusqu'à la queue, avec bien sûr observation de la couleur des muqueuses oculaires mais aussi buccales, le pli de peau, la palpation des ganglions, aussi la prise de la température, donc etc. On passe à l'examen spécial ou l'examen de l'appareil génital et on commence par un examen qui est externe et dans un premier lieu l'inspection. Donc, dans un premier lieu, on inspecte le bassin, donc tout en évaluant sa symétrie, son volume, est-ce qu'ils sont conformes à la normale ou pas. Donc, est-ce qu'ils sont aussi conformes aux normes, surtout de la race. Donc, par exemple, le bassin d'une vache qui est locale est plus étroit que celui d'une vache améliorée. Il faut aussi évaluer les ligaments sacrosciatiques qui sont souvent relâchés sous influence des oestrogènes. Après, on passe à l'examen de la face interne de la queue. Et donc, ceci se fait tout en soulevant la queue pour, bien sûr, avoir accès à la face interne, mais aussi la région périnéale afin de rechercher des traces de sécrétions qui sont d'origine génitale. Ensuite, on inspecte la région périnéale et la vulve. Donc, ceci se fait par le biais d'une inspection externe dans un premier lieu. Et donc, cette inspection consiste à l'appréciation sans toucher aux lèvres vulvaires. Et donc, les lèvres vulvaires doivent être verticales, symétriques, mais aussi très bien jointes. Donc, un espace entre les lèvres vulvaires peut prédisposer la vache au pneumovagin et aussi à l'urovagin. Donc, on pourrait aussi trouver des lésions ou des cicatrices de traumatisme des lèvres vulvaires ou des signes d'inflammation vestibulaire donc, qui peuvent entraîner une asymétrie et donc entraîner des problèmes lors de la saillie et augmenter le risque d'infection utérine. Ensuite, on passe à l'inspection interne et donc cette inspection se fait tout en saisissant les lèvres de la vulve entre le pouce et l'index dans le but de les écarter et donc exposer le clitoris. Donc cet examen interne de la vulve va nous permettre d'évaluer la couleur de la muqueuse, la forme du clitoris aussi et aussi la présence ou non de granulation. Donc normalement la muqueuse vestibulaire est rose, humide et lisse.
Donc, mais parfois, on peut trouver une hyperplasie des follicules lymphoïdes et donc entraîner une texture qui est bosselée de la muqueuse, indiquant une infection locale. Et donc, toujours dans le cadre de l'inspection ou de l'examen externe de l'appareil génital, on a l'observation des écoulements vulvaires. Donc, l'inspection va viser à détecter tout écoulement, soit pathologique ou physiologique, au niveau du périnée. Et donc, pour les pertes physiologiques, on distingue, dans un premier lieu, on a lors de l'ostrus, on a le mucus, qui est un liquide qui est clair, transparent, incolore et filant. Ensuite, en postpartum, on assiste à des lochies, qui sont des sécrétions inodores, rosées ou brunâtres, et qui sont éliminées ou sécrétées pendant les 2 à 3 semaines du postpartum. Ensuite, on a l'écoulement mucosanguinolent à 2 à 3 jours après l'ostrus et donc on peut parfois l'apercevoir entre les lèvres vulvaires ou aussi sur la queue. Et donc cet écoulement témoigne d'une imprégnation oestrogénique maximale ayant entraîné la rupture des petits vaisseaux sanguins qui sont à la surface interne de l'utérus. Et il faut noter qu'il est inconstant et il est sans relation avec la possibilité ou non d'une gestation. On passe aux écoulements pathologiques. On a les pertes purulentes qui sont les sécrétions purulentes ou aussi mucopurulentes qui témoignent d'un processus inflammatoire et d'une infection utérine. On a ensuite les pertes sanguinolentes, donc cette fois-ci, et c'est en fait un écoulement de sang, généralement suite à un traumatisme. Donc on a fini par l'inspection dans le cadre de l'examen externe et cette fois-ci on passe à la palpation. Donc ce qu'on palpe c'est les ligaments sacrosciatiques et surtout leur bord caudal, donc qui est tendu en temps normal et relâché à 1 à 2 jours avant le vélage. Et donc ces ligaments sont palpés entre deux doigts de chaque côté de la base de la queue. Ensuite, on palpe aussi les ganglions anorectaux, donc de part et d'autre de l'anus. La palpation de ces ganglions va nous permettre lors de l'hypertrophie bien sûr, de déceler une éventuelle inflammation loco-régionale. Ensuite, la palpation de la vulve aussi. Et donc, par palpation, on va apprécier l'épaisseur des lèvres vulvaires. Donc, par exemple, on a des lèvres qui sont petites chez les frimartines et chez aussi les animaux qui sont atteints de l'aplasie gonadique. Elles sont aussi très œdématiées, donc plus épaisses et rouges lors des chaleurs. Donc, c'est un signe visible chez la vache des chaleurs. Ensuite, il y a aussi la palpation transabdominale du fœtus, mais ceci n'est possible qu'après le 7e mois de gestation. On passe ensuite à l'examen interne du tractus génital et qui comprend 2 grandes étapes. Donc la première, c'est l'examen ou la palpation transrectale du col de l'utérus, des cornes aussi, des trompes utérines et des ovaires. Ensuite, on a l'examen du vagin et de la partie caudale du col grâce bien sûr à la vaginoscopie. Il est recommandé de toujours commencer par la palpation transrectale, ceci pour 2 raisons principales. Donc la première, c'est en fait l'utilisation du spéculum peut entraîner un pneumovagin, c'est-à-dire l'entrée de l'air dans la cavité vaginale. Deuxièmement, c'est que lors de la palpation de l'appareil génital par voie bien sûr rectale, le massage de l'utérus peut provoquer le passage de sécrétions utérines vers le vagin, donc ce qui va rendre l'examen au spéculum plus facile et plus informatif. Donc on commence par la palpation transrectale et donc pour effectuer une palpation transrectale qui est efficace mais aussi sécurisée, il est essentiel de prendre pas mal de précautions. Donc la première, il faut s'assurer que les angles sont bien coupés et que les doigts sont dépourvus de bagues ou d'autres ornements pour éviter bien sûr d'irriter ou de traumatiser la muqueuse rectale qui est très délicate. Ensuite, il faut éviter de manipuler longuement les animaux qui souffrent d'entérite, de coliques et aussi de constipation pour prévenir les déchirures rectales et les hémorragies. Il faut aussi veiller à l'application du lubrifiant sur le gant et aussi il faut veiller à manipuler avec douceur tout en évitant de retirer la main fréquemment du rectum car cela peut entraîner une accumulation d'air dans la cavité rectale, ce qui va rendre la palpation presque impossible. Il faut aussi ne jamais progresser à contre-courant du péristaltisme intestinal et maintenir la main immobile pendant le passage de l'onde péristaltique. Il faut aussi limiter la durée de la palpation et éviter de faire intervenir beaucoup de gens ou plusieurs personnes pour éviter le stress excessif à l'animal. Ensuite, on passe à la technique de la palpation transrectale qui est aussi appelée le fouillis rectal ou l'exploration aussi transrectale.
Donc, c'est un acte gynécologique fondamental avec lequel chaque praticien doit être familiarisé. Et donc, il va nous permettre d'explorer les organes génitaux internes, à savoir le col de l'utérus, les cornes, l'oviducte et aussi les ovaires. Et il va se décomposer bien sûr en plusieurs temps. Donc le premier temps, c'est l'introduction de la main dans le rectum et sa vidange. Donc en fait, le bras, il est ganté et lubrifié abondamment. Et le pourtour de l'anus est massé avec bien sûr des doigts qui sont réunis en cône pour franchir le sphincter anal. Ensuite, les matières fécales sont retirées jusqu'à la vidange complète du rectum afin que les doigts soient en contact intime avec la muqueuse rectale. Ensuite, le deuxième temps, c'est la localisation et palpation du col. Troisièmement, localisation et palpation de la matrice. Quatrièmement, localisation et palpation des oviductes. Et puis, dernièrement, localisation et palpation des ovaires. Et donc, on va voir chaque temps dans les diapositives à venir. Et on commence par le col de l'utérus, donc la localisation et la palpation du col de l'utérus. Et donc, premièrement, pour localiser le col, la main de l'opérateur doit être placée à plat dans le rectum et exercer une légère pression sur le plancher du bassin. Ensuite, on effectue des mouvements latéraux dans la cavité pelvienne. Le col est ensuite perçu comme un cordon cylindrique dur. Ensuite, une fois le col localisé, on passe à la palpation et donc on évalue premièrement sa taille, deuxièmement sa forme, il doit être cylindrique. Ensuite, sa position, est-ce qu'elle est médiane, déviée à droite ou à gauche, est-ce qu'elle est pubienne, pelvienne ou aussi abdominale. Ensuite, sa mobilité pour détecter d'éventuelles adhérences en le mobilisant bien sûr latéralement et antéro-postérieurement. La pression sur le cervix et sa contraction va permettre d'observer d'éventuels écoulements dans la cavité vaginale et d'évaluer la présence éventuelle de liquide au niveau de l'utérus ou aussi de signes pathologiques de piomètre par exemple. On évalue aussi sa consistance, donc est-ce qu'il est relâché, ramolli ou aussi flasque, contracté ou tonique bien sûr, comme dans la période australe. On évalue aussi sa sensibilité pour détecter s'il y a une inflammation éventuelle. Donc ceci, c'est un tableau qui résume en quelque sorte les modifications physiologiques du col. Et donc, cette exploration du col de l'utérus est très importante à double titre. Donc, premièrement, elle va nous renseigner sur l'état du cervix lui-même et deuxièmement, va nous permettre d'envisager différentes hypothèses relatives à l'utérus. Donc, on a par exemple chez la vache non gestante, le col est mobile et il est en position pelvienne. Pour la vache gestante, par contre, à mesure que la gestation progresse, le col se déplace de la cavité pelvienne vers la cavité abdominale en raison bien sûr de l'augmentation du poids et du volume utérin. On a aussi, après le vélage, la vache en postpartum va présenter une évolution inverse où l'utérus va subir une involution pour retrouver en fait progressivement sa taille normale. On a la position abdominale et la mobilité réduite non seulement qu'en cas de gestation qui est supérieure à 70 jours, mais aussi en postpartum qui est inférieur à 3 jours, piomètre qui est très avancé, des tumeurs, des adhérences, un fœtus momifié aussi et des tumeurs ovariennes qui sont importantes. Ici, en position pelvienne et mobilité normale, on a la vache vide, une gestation qui est inférieure à 60 à 70 jours ou une métrite ou début de piomètre. On passe à la localisation et la palpation de l'utérus. Et donc, premièrement, pour la localisation de l'utérus, on a deux cas de figure. Donc, pour une vache qui est vide ou gestante de moins de 3 mois, donc on applique une traction qui est douce sur l'utérus vers l'arrière au niveau du col pour bien sûr faciliter sa palpation. Donc, cette rétraction manuelle dans la cavité pelvienne peut être effectuée de différentes manières, notamment en saisissant l'une ou l'autre corne utérine vers la paume de la main et les doigts sont dirigés vers l'arrière afin de coincer l'utérus entre la main et le bassin. Ensuite, et par traction sur le ligament intercornual ou sur le ligament large, on ramène la matrice et on la palpe. Donc, pour une femelle qui est gestante de plus de 3 mois ou en cas de piomètre aussi, la localisation des bifurcations des cornes constitue un point de repère du tractus génital interne et un moyen de contrôle optimal de la symétrie ou non des deux cornes utérines. Donc pour la palpation, on évalue dans un premier lieu la consistance. Donc par exemple,
comme vous voyez dans l'image, donc l'opérateur est en train de palper les deux cornes utérines. Donc par exemple, en diœstrus, il est flasque et relâché. En prostrus, ostrus et métaostrus aussi, l'utérus est ferme ou tonique. Donc ces changements de consistance sont principalement dus donc, aux variations de contractilité de myomètre. Ensuite, on évalue aussi la symétrie. Et donc on a une asymétrie lors de la gestation ou accumulation de liquide ou aussi par exemple présence de tumeurs. Ensuite, la mobilité. Puis le diamètre, donc est-ce que la matrice est palpable ou si elle est ramassable ou non. Donc pour la position, l'utérus est en position pubienne chez une génisse ou une vache non gestante ou aussi en anostrus ou un tout début de gestation. Il est en position pelvienne chez une vache aussi vide en anostrus ou en début de gestation. Il est en position par contre abdominale en gestation qui est supérieure ou égale à 3 mois, en cas de pyomètre, en cas de postpartum, des tumeurs, etc. Et ensuite, on apprécie la sensibilité, donc il est sensible en cas d'inflammation. Ensuite, on passe à la palpation transrectale des oviducts. Et donc, la palpation de la trempe utérine se fait le long du bord antérieur du ligament large, suivant bien sûr le trajet de l'extrémité de la corne utérine jusqu'à l'ovaire. Et donc, la trempe utérine ou l'oviducte, en fait, c'est un cordon souple qui présente un trajet sinueux et qui est très difficile à palper en raison de son faible diamètre. Et il est aussi extrêmement difficile de le distinguer du ligament large, surtout dans les conditions normales. Par contre, dans certains cas pathologiques, donc notamment la salpingite et l'hydrosalpinx, l'oviducte devient plus facilement perceptible en raison bien sûr de l'augmentation de son diamètre. Et en déployant la bourse ovarique avec l'index, on peut mettre en évidence d'éventuelles adhérences consécutives à l'hydrosalpinx ou aussi à la salpingite, telles que celles qui résultent de l'énucléation manuelle du corps jaune ou lors de l'ovarie. Donc ensuite, à la palpation des ovaires, et donc déjà pour leur localisation, il y a deux méthodes. La première méthode consiste à progresser la main le long de chaque corne utérine jusqu'à leur extrémité et donc l'ovaire va se situer à quelques centimètres à l'extrémité antérieure de chaque corne. La deuxième méthode par contre consiste à aller directement à l'emplacement des ovaires, donc une fois qu'on a repéré le détroit antérieur du bassin et en particulier l'aile de l'ilium. Pour la palpation, donc l'ovaire est premièrement saisi entre le majeur et l'index comme le montre l'image, tout en évitant d'exercer une pression excessive pour bien sûr éviter de l'arracher. Donc ensuite, et en utilisant le pouce, on explore l'ovaire pour détecter s'il y a d'éventuelles structures ou formations soit physiologiques soit pathologiques. Ensuite, donc, il est important d'évaluer dans un premier lieu la consistance de l'ovaire. Donc, est-ce qu'il y a présence, par exemple, d'une consistance qui est granuleuse, qui peut indiquer une activité ovarienne, par exemple les follicules. Tandis qu'un ovaire qui a une consistance lisse peut indiquer que l'ovaire n'est pas fonctionnel. Ensuite, on apprécie aussi sa taille. Donc sa symétrie. Donc par exemple, une taille qui est normale avec un aspect lisse peut indiquer une atrésie ovarienne associée à un anostrus qui est profond et un gros ovaire ou un ovaire qui est de grande taille peut indiquer une structure soit physiologique, par exemple un follicule mûr ou aussi pathologique, la présence notamment de kystes. On apprécie aussi la sensibilité, donc en cas d'inflammation bien sûr. Et surtout la présence de structures physiologiques ou pathologiques palpables. Donc comme ce qu'on a vu, donc c'est ce qu'on a vu dans la partie anatomie. On passe à l'examen vaginal par vaginoscopie et donc cet examen est très important pour apprécier la congestion et aussi le degré d'ouverture du col, pour aussi identifier le stade du cycle ou pour dépister les infections utérines. Il sert aussi à l'identification de la présence de pathologies, notamment un pneumo ou urovagin, les anomalies congénitales et les anomalies morphologiques, donc notamment le double col, la présence de tumeurs, etc. Et donc l'inspection exige l'utilisation d'un instrument qui est destiné à écarter les parois de l'organe et d'une source lumineuse. Et donc dans la première image, c'est un spéculum à écartement. Et la deuxième image montre bien un vaginoscope. Cet examen est réalisé en 4 temps. Donc le premier temps, c'est en fait la déviation de la queue sur le côté pour dégager bien sûr la sphère périgénitale.
Ensuite, le deuxième temps consiste au nettoyage et aussi à la désinfection de la région génitale et périgénitale externe pour éviter les souillures ultérieures de la cavité vaginale lors de l'examen. Après le nettoyage soigneux, il faut sécher, comme vous voyez dans l'image, les lèvres vulvaires avec du papier absorbant qui est propre. Le troisième temps consiste en fait à l'écartement des lèvres vulvaires avec le pouce et l'index dans un premier lieu. Ainsi, on peut découvrir au niveau du vestibule est-ce qu'il y a des déchirures, des nodules ou aussi des traces d'inflammation. Donc ensuite, le quatrième temps, c'est en fait l'introduction du spéculum qui est aseptisé bien sûr dans la cavité vulvo-vaginale en lui imprimant dans un premier temps une direction oblique vers le haut, comme vous voyez ici, avec un léger mouvement rotatif. Puis après une direction plus ou moins horizontale, donc comme vous voyez ici, ceci une fois que le vaginoscope ait franchi la cavité vaginale. Ensuite, le cinquième temps consiste à l'inspection de l'aspect du col et de la muqueuse vaginale. Et donc pour ce faire, on oriente l'extrémité du spéculum jusqu'à la localisation de la partie postérieure du col ou aussi ce qu'on appelle la fleur épanouie externe. On passe alors aux autres techniques de diagnostic qui existent et qui sont généralement des examens complémentaires. Et donc, on commence par le cathétérisme du col. Et donc, il a comme indication l'insémination artificielle, bien sûr, la transplantation embryonnaire, le prélèvement bactériologique, une biopsie utérine aussi, et une injection intra-utérine. Ensuite, on a l'échographie, donc, et là, comme indication, le diagnostic de gestation, le contrôle de l'involution utérine, et aussi la confirmation de structure ovarienne. Et enfin, on a l'endoscopie, qui est une méthode très peu utilisée et qui nécessite un matériel coûteux. Elle est donc surtout utilisée pour des protocoles expérimentaux. Et donc, cette capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule qui va traiter le diagnostic de gestation. Merci pour votre attention.